Salut, aujourd'hui nous allons faire le résumé d'un livre qui change des vies. Il s'agit du livre L'achevé d'Emma mère de Ricardo Kanyama. Le récit s'ouvre sur un drame brutal, la mort soudaine du père de Ricardo. Selon la coutume ancestrale du village congolais, tous les biens d'un homme décédé reviennent à sa famille maternelle, et non à sa femme ni à ses enfants. En quelques heures, la mère de Ricardo et ses 5 enfants se retrouvent dépossédés de tout, maison, lit, ustensiles, vêtements. Ils quittent le foyer les mains vides, n'emportant qu'une seule chose qu'on leur a laissée par pitié, une chèvre attachée à une corde. C'est avec cette unique richesse qu'ils parcourent 10 kilomètres à pied pour rejoindre le village maternel, humiliés mais la tête haute. L'arrivée est un choc. Tout est différent, la nourriture, le confort, les odeurs, les bruits. La faim devient leur compagne quotidienne. Les enfants, habitués à une vie un peu moins rude, supplient leur mère de tuer la chèvre pour enfin manger à leur faim. Pour eux, c'est la solution évidente. Mais la mère refuse, les larmes aux yeux. Autour du feu, elle leur explique calmement que tuer la chèvre aujourd'hui leur offrirait un seul bon repas, suivi d'un retour à la misère absolue. La garder en vie, en revanche, peut devenir le début de tout. Cette nuit-là naît la leçon centrale du livre. Ce qui détruit le plus de vies n'est pas le manque d'argent, mais l'incapacité à attendre. Quelques mois plus tard, la chèvre met bas. Puis encore. Puis des jumelles. Le troupeau grandit presque miraculeusement. Ce qui n'était qu'un animal famélique devient une véritable petite entreprise familiale. Lait, vente de chevreaux, boucs reproducteurs. La chèvre qui dormait devant leur case, qui mangeait dans leurs mains, se transforme en alliée silencieuse, en membre à part entière de la famille. Lentement, la vie se reconstruit. Parallèle tragique, la coépouse du père, placée dans la même situation, choisit l'inverse. Pressée par la faim de ses enfants, elle tue sa chèvre. Le soulagement est immédiat, la chute irrémédiable. 2 femmes, 2 chèvres, 2 destins radicalement opposés, séparés seulement par une décision. Au fil des années, Ricardo observe et comprend. La chèvre n'est plus seulement un animal, elle est un principe. La richesse ne tombe jamais du ciel, elle pousse en silence, jour après jour, à condition qu'on la protège, qu'on la nourrisse, qu'on accepte que sa valeur se révèle avec le temps. Ils découvrent que la vraie pauvreté n'est pas dans le porte-monnaie, mais dans la tête. Autour d'eux, des familles continuent de tourner en rond, consommant tout ce qu'elles reçoivent, mangeant leurs semences, dès qu'elles la touchent, prisonnières d'une mentalité de l'immédiat. Si j'ai, je mange, si je n'ai pas, j'attends. Sa mère, elle, a brisé ce cycle. Elle ne touche jamais au capital. Elle consomme le lait et les excédents, jamais la source. Lorsque certains membres du clan tentent plus tard de réclamer le troupeau, arguant qu'il provient indirectement de l'héritage paternel, la mère répond avec une dignité tranquille, « On ne m'a rien donné. On m'a jeté dehors avec une chèvre par pitié. Tout le reste, je l'ai construit moi-même. » Ce moment marque Ricardo. Protéger son capital, c'est aussi savoir le défendre. Peu à peu, les femmes du village commencent à respecter cette veuve silencieuse qui gère ses bêtes, sa maison et ses enfants avec une rigueur presque austère. Elles admirent non ce qu'elle possède, mais la façon dont elle l'a obtenu. Sans bruit, sans plainte, par la seule force de la constance. Ricardo saisit alors une vérité plus profonde. La richesse est d'abord une vision, ensuite une discipline, enfin seulement de l'argent. La précipitation détruit, la patience multiplie. La vraie liberté naît le jour où l'on refuse de sacrifier son avenir pour calmer une douleur du présent. À mesure que le troupeau s'étoffe, la famille sort de la survie. Ils vendent une chèvre pour acheter un sac de manioc, et Ricardo mesure le chemin parcouru. Ils sont passés d'une corde et d'un animal famélique à un système vivant qui produit de la valeur en continu. Des voisins viennent désormais demander conseil à sa mère. Sa réponse est toujours la même, simple et implacable, « J'ai juste refusé de détruire la seule chose qui pouvait nous sauver demain. » Dans le regard de l'enfant devenu jeune homme, un voile se lève définitivement. Le monde n'appartient pas à ceux qui ont le plus, mais à ceux qui voient le plus loin, qui supportent la faim d'un soir pour éviter la famine de toute une vie, qui protègent fidèlement la petite graine jusqu'à ce qu'elle devienne forêt. Tout est parti d'une seule chèvre qu'on ne voulait pas tuer. Tout est parti d'une femme qui a su attendre. Et c'est là que Ricardo décide, pour toujours, qu'il construira sa vie au lieu de la subir. Avec le chapitre 7, le troupeau n'est plus une anecdote touchante, il est devenu une réalité économique visible de tout le village. On ne parle plus de « la chèvre de leur mère », mais de « leur troupeau ». Et dès que la famille commence à sortir la tête de l'eau, Ricardo découvre une loi cruelle mais universelle. Dans un environnement pauvre, la petite réussite dérange autant qu'elle inspire. Certains villageois viennent admirer.
poser des questions, chercher à comprendre la méthode. Il voit enfin qu'il n'y a ni magie ni chance, seulement une suite de décisions patientes, répétées sans bruit. D'autres, en revanche, s'irritent. Ils critiquent, jalousent, murmurent que cette femme n'aurait jamais dû garder ses chèvres, que la coutume devrait les lui reprendre. Un parent éloigné tente même de mobiliser le clan pour récupérer le troupeau. Pour la première fois, Ricardo voit sa mère se dresser, calme mais inébranlable. Personne ne m'a donné ses chèvres. On m'a jeté dehors avec un animal par pitié. Tout le reste, je l'ai construit. Personne ne viendra cueillir le fruit que je n'ai pas planté. Ce jour-là, Ricardo comprend que protéger sa richesse ne suffit pas, il faut parfois savoir la défendre. Et surtout, il retient la leçon que sa mère lui glisse à l'oreille, tout le monde ne sera pas heureux de te voir réussir. Apprends à être sourd au bruit et fidèle à ta mission. La richesse véritable commence le jour où l'on devient capable de conserver ce qu'on a bâti, malgré les regards, les critiques et les convoitises. Le chapitre 8 marque un tournant intérieur. Ricardo prend du recul et réalise que l'histoire de la chèvre est bien plus qu'un souvenir d'enfance, c'est une parabole universelle. Le vrai ennemi de la richesse n'est pas le manque d'argent, mais l'ignorance financière, cette éducation que personne ne donne jamais. On apprend à lire, à écrire, à passer des examens, mais jamais à faire fructifier ce qu'on possède. Résultat, des diplômés pauvres et des femmes sans instruction, comme sa mère, qui bâtissent un capital durable. Il comprend que la misère pousse à tuer sa chèvre, parce que personne n'a appris à transformer une souffrance passagère en investissement d'avenir. Le capital n'est pas seulement un troupeau ou une somme d'argent, c'est aussi une idée, une compétence, du temps, une relation. La plupart des gens restent pauvres non parce qu'ils n'ont rien, mais parce qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de ce qu'ils ont déjà entre les mains. La leçon est brutale. Tu ne deviens pas riche en gagnant plus, tu deviens riche en détruisant moins. Le chapitre 9 élargit le regard à toute la société africaine. La pauvreté n'y est pas seulement matérielle, elle est culturelle, psychologique, héréditaire. Elle se transmet dans les habitudes, les conversations, les croyances. Dès qu'un peu d'argent arrive, bonne récolte, envoi d'un parent de la ville, vente d'un animal, il disparaît en quelques semaines. Fêtes, vêtements neufs, boissons, démonstration de réussite. On veut paraître riche avant de l'être, et l'on reste pauvre pour toujours. Ricardo observe que beaucoup vivent dans un fatalisme doux, c'est comme ça, la vie est dure, on n'y peut rien. Ce n'est pas la dureté de la vie qui les condamne, c'est l'idée qu'ils ne méritent pas mieux. Ils gaspillent aussi un capital invisible, leur attention, leur énergie, leur temps, perdus en jalousie, rumeurs et distractions. Sa mère, elle, investissait chaque minute sur ce qui produisait de la valeur. Il conclut que l'Afrique ne manque pas de ressources naturelles, elle manque cruellement de personnes capables de protéger un capital et de le faire croître. Si chaque famille gardait ne serait-ce qu'une seule chèvre, un projet, une compétence, une petite épargne, le continent changerait en une génération. La pauvreté n'est pas un destin, c'est une distraction. La richesse n'est pas un miracle, c'est une discipline. Le chapitre 10 pousse l'analyse encore plus loin. Le plus grand drame, dit Ricardo, n'est pas l'absence d'opportunités, mais l'incapacité à les reconnaître et à les saisir. Combien d'hommes sont rentrés de la plantation avec plusieurs mois de salaire et ont tout dépensé en 2 semaines de fête pour montrer qu'ils ont réussi? L'esprit de consommation est si ancré qu'on célèbre la richesse au lieu de la construire. Il parle aussi de la dépendance psychologique, attendre le sauveur extérieur, l'État, l'oncle riche, le miracle, au lieu de prendre sa vie en main. Et de la peur paralysante, tellement effrayés de perdre le peu qu'ils préfèrent ne rien risquer et finissent par tout perdre lors de la première urgence. La leçon finale est définitive. 2 personnes peuvent recevoir exactement la même opportunité. L'une la multipliera, l'autre la détruira. La différence n'est jamais dans la chance ou dans la taille du capital reçu. Elle est dans l'état d'esprit de celui qui le reçoit. La chèvre ne revient pas 2 fois. Celui qui la protège change sa descendance. Celui qui la consomme condamne ses enfants à recommencer le même cycle. Et c'est sur cette conviction que Ricardo, désormais jeune homme, commence à regarder au-delà du village, la tête pleine d'une idée simple et révolutionnaire. La richesse commence toujours par le refus de détruire la petite graine qu'on a entre les mains. À partir du chapitre 11, le livre change de dimension. Ricardo ne raconte plus seulement l'histoire de sa mère, il dissèque la racine profonde de la réussite ou de l'échec. Il pose une question brutale. Pourquoi certains s'élèvent et d'autres restent à terre, même quand ils partent du même point zéro? La réponse est simple et définitive. Tout se joue dans l'identité intérieure.
Il y a ceux qui se disent, même dans le silence de leur cœur, « Je suis fait pour plus grand que cela », et ceux qui murmurent, « Je suis né pauvre, je mourrai pauvre ». La vie est ainsi. La vie finit toujours par donner raison aux premiers et confirmer les seconds. Ricardo observe que les voisins venaient souvent voir sa mère, fascinés par le troupeau. Mais la plupart cherchaient un raccourci magique. Ils voulaient le résultat sans le processus, la richesse sans la discipline, le troupeau sans les nuits de faim. Sa mère, elle, avait des principes non négociables. Un jour où tout le monde aux enfants, voisins, famille ou la presse de vendre une femelle reproductrice, juste une fois, elle refuse net. Ce « non » catégorique marque Ricardo à jamais Ricardo, celui qui construit sa vie à des lignes rouges infranchissables, celui qui l'a subi plie à la première pression. Il formule alors la loi qui résume ces chapitres. Dans chaque famille, dans chaque vie, il arrive un moment précis où quelqu'un doit se lever et déclarer. À partir d'aujourd'hui, on ne tue plus jamais la chèvre. Ce moment-là signe la fin de la pauvreté transmise de génération en génération. Le chapitre 12 creuse encore plus loin. Ricardo comprend que la vraie différence entre les riches et les pauvres n'est pas l'argent, diplôme ou chance, c'est la maîtrise de soi. La plupart des gens échouent non parce qu'ils manquent de moyens, mais parce qu'ils manquent de contrôle sur leurs impulsions, sur la pression sociale, sur le besoin d'être aimé ou admiré. Ils dilapident leur salaire en une soirée pour exister aux yeux des autres. Leur argent n'a jamais été un capital, c'était un billet pour acheter de l'attention. Ils découvrent aussi que la pauvreté est profondément sociale. Dans un village, dans un clan, dès que tu commences à t'élever, une force invisible main te tire vers le bas. Pas par méchanceté, mais par peur du changement. Tout le monde préfère que tu restes au même niveau, même si ce niveau est la misère. Sa mère l'avait compris très tôt. Elle avançait en silence, ne se vantait jamais, ne montrait jamais ses projets. Elle protégeait sa vision autant que ses chèvres. Ricardo retient la phrase qui le hantera toute sa vie. Si tu veux changer ta vie, prépare-toi à décevoir ceux qui ont décidé de ne jamais changer la leur. Le chapitre 13 est le plus dur, presque clinique. Ricardo met le doigt sur le plus grand tueur de chèvres en Afrique, la pression communautaire et culturelle. Il explique sans détour que, dans beaucoup de traditions, dès qu'un individu commence à gagner correctement sa vie, le clan entier se met sur son dos. Études des neveux, soins médicaux, funérailles grandioses, fêtes, dettes des cousins, mariages, baptêmes. Tu deviens le « riche » du village, donc celui qui doit tout payer. Résultat, même avec un bon salaire, tu finis riche en apparence, pauvre en banque. Ta chèvre est tuée à petits coups, légitimée par la coutume, la solidarité forcée et la peur d'être traité d'égoïste. Il raconte l'histoire d'un parent militaire qui perd son fils. Au lieu de recevoir du réconfort, il reçoit des factures. Tout le monde estime normal qu'il gère, parce qu'il a les moyens. En quelques mois, il est ruiné. Ricardo pose alors la vérité la plus dérangeante du livre. Quand tout le clan dépend de toi, ta chèvre ne peut pas survivre. Il conclut cette partie par 5 leçons brûlantes, presque des commandements. Il faut réapprendre l'égoïsme stratégique, se protéger aujourd'hui pour pouvoir réellement aider demain. Dire non est la compétence financière la plus puissante qui existe. Aider quelqu'un qui n'a aucun plan, c'est tuer sa propre chèvre pour offrir un repas de 24 heures à quelqu'un d'autre. La culture est forte, mais ton avenir doit être plus fort. Tu n'es pas obligé de répéter les erreurs de tes ancêtres. Sans épargne, il n'y a pas de capital. Sans capital, il n'y a pas d'investissement. Sans investissement, il n'y a pas d'avenir. Le message final est sans appel. La richesse n'est pas d'abord une question d'argent. C'est une question de courage. Le courage de penser différemment. Le courage de dire non. Le courage d'avancer seul. Le courage de décevoir la foule pour sauver sa descendance. Et c'est là, dans cette solitude assumée, que Ricardo comprend l'héritage véritable de sa mère. Elle ne lui a pas laissé un troupeau. Elle lui a transmis l'état d'esprit d'une femme qui a refusé que ses circonstances écrivent la fin de son histoire. À partir du chapitre 14, le livre quitte définitivement le village et l'anecdote pour entrer dans la science pure de la richesse. Ricardo ne raconte plus, il enseigne des lois universelles, valables partout, pour tous, à toutes les époques. La première loi est brutale. Personne n'est jamais devenu riche sans avoir d'abord créé un capital. Un salaire, même élevé, ne fait pas la richesse. La richesse, c'est une réserve productive qui travaille pour toi quand tu dors. La chèvre de sa mère n'était rien d'extraordinaire, juste une petite semence. Mais sa mère avait compris la règle absolue, la richesse commence toujours par un petit capital qu'on refuse de consommer.
Ricardo démonte alors le mythe le plus répandu, croire que « gagner plus » suffit. Non. La majorité des gens veulent d'abord vivre bien, puis épargner ce qui reste. Problème, il ne reste jamais rien. Il révèle la seule épargne qui crée des millionnaires, l'épargne d'investissement. Pas l'argent misérable petit compte où tu gardes pour les urgences, ou pour plus tard dépenser. L'argent mis de côté uniquement pour être semé dans quelque chose qui se reproduit. Une chèvre, un stock, un outil, une formation, un petit commerce. Tout le reste est illusion. Et il assène la phrase qui résume tout. L'épargne n'est pas financière, elle est émotionnelle. Si tu n'arrives pas à économiser, ce n'est pas parce que tu gagnes trop peu. C'est parce que ton caractère n'est pas encore assez fort. Sa mère pouvait avoir faim, être fatiguée, être moquée ou jamais elle ne touchait à la source. Tuer la chèvre, c'était tuer l'avenir. Le chapitre 15 est encore plus tranchant. Le vrai problème n'est pas de gagner de l'argent, c'est de le garder. Dès qu'un peu d'argent arrive, une pulsion presque animale pousse à le dépenser immédiatement. Nouveaux habits, fêtes, téléphone, se rattraper. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est une blessure émotionnelle. La pauvreté est d'abord un état émotionnel, un vide intérieur que l'on cherche à combler avec des objets, des plaisirs ou le regard des autres. Tant que l'argent sert à calmer cette angoisse, il disparaît. Tant que tu vois l'argent comme un pansement émotionnel, tu ne pourras jamais le transformer en capital. Sa mère, elle, avait un rapport adulte à l'argent, elle ne dépensait jamais pour se sentir mieux, elle dépensait pour construire. Résultat, les autres oubliaient la pauvreté, elle l'éradiquait. La révélation finale de ce chapitre. Le vrai test de richesse n'est pas ta capacité à gagner. C'est ta capacité à conserver. La richesse appartient à ceux qui savent dire non quand leur cœur hurle oui. Le chapitre 16 va au cœur du cœur, tout se joue entre la peur et la vision. Dans les familles pauvres, la peur est reine. Peur de manquer, peur de perdre, peur du risque, peur du regard, peur de décevoir, peur d'être différent. Une décision prise par peur mène toujours à la pauvreté. Beaucoup gardent leur petit pécule caché sous le matelas, et finissent par le dépenser en urgence ou en plaisir, exactement à cause de cette peur. Sa mère avait peur, elle aussi. Mais elle avait décidé que sa peur ne commanderait plus. Elle transformait sa peur en vigilance, en protection, en stratégie. Elle ne mettait jamais son argent là où il calmait son anxiété, elle le mettait là où il construisait son avenir. Ricardo livre alors la phrase la plus forte du livre. La liberté financière commence le jour où ta vision parle plus fort que ta peur. Les gens pauvres voient jusqu'à la fin du mois. Les riches voient sur 10, 20 ans. Ils traitent chaque franc comme un ouvrier qu'on envoie au travail, pas comme un bonbon qu'on avale. Quand l'enfant Ricardo demande pourquoi elle refuse d'acheter des choses qui montrent qu'on vit bien, sa mère répond simplement. Je ne veux pas qu'on voie qu'on vit bien. Je veux qu'on vive bien vraiment. Et c'est là que tout bascule dans l'esprit du jeune garçon. La sécurité financière ne vient pas de l'argent. Elle vient du caractère. Un homme sans maîtrise intérieure sera toujours pauvre, même millionnaire. Un homme avec maîtrise deviendra riche, même en partant d'une seule chèvre. Conclusion de ces 3 chapitres, limpide et définitive. La richesse n'est pas un revenu, c'est un capital qui travaille pour toi. Le capital ne n'est pas des gros montants, il n'est des petits sacrifices répétés. Tu ne deviens pas riche le jour où tu gagnes beaucoup, tu deviens riche le jour où tu refuses de détruire PEU.ET surtout. Tant que ta peur ou tes émotions décident à ta place, aucune chèvre ne survivra. Le trésor n'est pas dans l'argent. Le trésor est dans la discipline, la vision et le caractère qui protègent l'argent jusqu'à ce qu'il devienne liberté. C'est ce trésor-là que la mère de Ricardo lui a légué, et qu'il transmet désormais, sans filtre, au lecteur. Dans les ultimes chapitres, Ricardo abandonne toute anecdote pour livrer le cœur nu de son message. On ne reste pas pauvre par manque d'argent. On reste pauvre par manque de savoir. L'argent n'est jamais le problème. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris quoi en faire. Dans la plupart des familles, on parle de factures, de dettes, de besoins urgents, jamais d'épargne, jamais d'investissement, jamais de capital. L'ignorance financière se transmet comme une maladie héréditaire silencieuse. Les parents ne savent pas, les enfants répètent, et la misère devient une tradition. Ricardo observe que beaucoup vivent toujours au-dessus de leurs moyens. Celui qui gagne 50 000 vit comme s'il gagnait 100 000. Celui qui gagne 100 000 vit comme s'il gagnait 200 000. L'argent n'est pas un outil de construction, c'est une drogue qui sert à se sentir vivant quelques jours. Résultat, les gros salaires tombent plus vite que les petits, parce que la gestion vaut infiniment plus que le revenu.
L'école forme des employés brillants, jamais des bâtisseurs. Sa mère, sans diplôme, possédait pourtant la seule intelligence qui compte, elle comprenait l'argent. Phrase définitive. La vraie pauvreté, ce n'est pas le vide du porte-monnaie, c'est le vide de la tête. Celui qui ignore les lois de l'argent devient éternellement l'esclave de ceux qui les connaissent. Ensuite vient la leçon la plus douce et la plus forte. Tout commence toujours petit. La richesse méprise les gros débuts spectaculaires, elle honore les petits débuts protégés. La chèvre de sa mère était maigre, ridicule, presque honteuse. Mais elle a été traitée comme un trésor. Et c'est dans ce respect du petit que naît le grand. Ricardo répète 3 vérités simples. 1. La richesse commence invisible, dans le silence, dans la privation que personne ne voit. 2. Un petit capital discipliné vaut mieux qu'un gros capital gaspillé. 3. L'argent bien placé travaille plus dur que n'importe quel être humain, il se multiplie pendant que tu dors. La pauvreté méprise le petit. La richesse l'honorait. Enfin arrive la conclusion, émouvante et sans filtre. Des années plus tard, Ricardo, devenu entrepreneur prospère et conférencier écouté, retourne voir sa mère. Elle ne mesure toujours pas l'ampleur de ce qu'elle a fait. Pour elle, ce n'était qu'une chèvre. Pour lui, c'était une université entière. Elle lui a appris, sans jamais ouvrir un livre. La patience plus forte que la faim, la discipline plus forte que la pression, la vision plus forte que la peur, le refus de sacrifier l'avenir pour le confort d'un soir. Il comprend alors que la vraie richesse n'est pas dans aucun compte bancaire. Elle est dans la mentalité, dans la maîtrise de soi, dans le respect de son propre avenir. Le livre se ferme sur un appel solennel, presque prophétique. Chacun d'entre nous reçoit, un jour, sa chèvre. Un petit salaire, une petite idée, une petite opportunité, un petit héritage, un petit talent. La majorité la consomme. Une minorité la protège, la nourrit, la multiplie. Et c'est cette minorité que le monde finit par respecter. Dernière phrase du livre, gravée comme un commandement. Le monde ne respecte pas ceux qui consomment. Il respecte ceux qui construisent. La chèvre de sa mère n'a pas seulement sauvé une famille. Elle a révélé une loi éternelle. Quand tu refuses de tuer ta petite graine, tu changes non seulement ta vie, mais la vie de tous ceux qui viendront après toi.